Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvain Guimond, qui a un doctorat en psychologie sportive et qui a également écrit le livre TDAH, Pourquoi être ordinaire quand on peut être compliqué. Pour parler aujourd'hui avec Sylvain d'un dossier qui a soulevé tellement de passion dans les dernières années, et avec raison, c'est certain, celui des fameuses commotions cérébrales. Et ça, c'est un mot, Sylvain, qu'on a entendu des dizaines de fois. Et j'ai envie d'abord de te demander, explique-nous de façon sommaire, c'est quoi une commotion cérébrale exactement? Une commotion cérébrale, ça veut dire que le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. La boîte crânienne, le cerveau, il n'est pas attaché à l'intérieur, donc il est lousse. Donc, le cerveau va aller frapper un côté de la boîte crânienne, puis ensuite, il peut refrapper l'autre. Souvent, c'est un 2 pour 1. Ça veut dire qu'il y a eu un choc, et ce choc-là vient changer au niveau de l'électricité du cerveau. Le cerveau fonctionne électrique, donc ça vient changer notre fonctionnement même du cerveau. Les histoires de commotion cérébrale, il y en a eu tellement dans les dernières années qu'on a entendu parler. Éric Lindros en est une parmi tant d'autres. Sylvain, parle-moi un petit peu des progrès qui ont été faits dans les 20 dernières années, par exemple, pour déceler d'abord les commotions cérébrales et arriver à les traiter. Le premier progrès qu'on a fait, c'est que là, maintenant, on connaît plus ça. Avant, on ne le savait pas. C'est plus une vague bébête qu'on n'a jamais entendue. Non, là, on sait c'est quoi. On sait surtout les conséquences néfastes que ça a pour le reste de notre vie si les commotions ne sont pas prises au sérieux. Maintenant, on a des protocoles qui font en sorte que lorsqu'il y a une commotion cérébrale, on va arrêter les jeunes, on va s'assurer qu'il n'y ait pas une deuxième commotion rapidement parce qu'on sait que le cerveau il est fragilisé à ce moment-là. Donc, il y a des protocoles qu'on doit vraiment suivre dans les arénas partout pour s'assurer que le jeune ne retourne pas trop vite au jeu. L'autre point qu'on a aussi appris depuis 20 ans, c'est que on a des façons maintenant où on peut aider le cerveau à reprendre de ses pleines capacités et on peut mieux l'identifier. Donc, il y a une partie qu'on appelle le neurofeedback où on peut être en mesure d'identifier comment ça s'est produit et on peut aussi le contrôler et même entraîner le cerveau. On a fait ça avec l'armée américaine, on l'a fait ici avec Dr. Joanne Lévesque qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, on a de plus en plus de renseignements et d'informations qui nous permettent de, essayer de ne pas avoir de commotion cérébrale, et deux, s'il y en avait une, mais au moins, on peut maintenant agir là-dessus. On parle des protocoles de commotion cérébrale. Il y en a eu notamment un nouveau avec Hockey Québec cette année. Il y a un paquet de choses qui sont lancées. Comment tu évalues ça, les protocoles qu'on a maintenant? Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'on est allé là où on devait aller? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser là-dedans? Les protocoles c'est obligatoire. On doit avoir ça pour assurer qu'on va rassurer le jeune qui vient d'avoir une commotion. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt voir, c'est certains changements dans la réglementation du hockey. Faire en sorte qu'on n'ait pas à traiter de commotion cérébrale et qu'on n'ait pas de commotion cérébrale. Ce serait beaucoup mieux de faire ça en amont que d'attendre qu'il y ait une commotion. Et pour ça, il faut changer certaines règles, des règles qui sont désuètes, à mon avis. Comme dire à un jeune, finis ton check, quand la personne n'a pas encore la rondelle. Et ensuite, les mises en échec. Qu'est-ce qu'une mise en échec vraiment? La mise en échec, ça devrait être pour récupérer la rondelle et non pas pour séparer le joueur de la rondelle. On a entendu ça trop souvent, séparer le joueur de la rondelle, puis on essaie de l'envoyer dans 10e rangée. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être en mesure que nous, celui qui donne la mise en échec, soit en mesure de récupérer la rondelle. À ce moment-là, on n'aurait pas de mise en échec dans ce qu'on appelle un blind spot. On n'aurait pas de mise en échec quand on n'est pas capable, nous, d'accéder à la rondelle. On ne pourrait pas tourner non plus le dos au joueur qui est porteur de la rondelle. Donc, on enlèverait beaucoup de dommages aux joueurs qui sont faits souvent au centre de la glace. Quand on est sur le bord de la bande, c'est moins pire parce que la bande va absorber une partie de la force, de l'impact, mais quand on est au centre, on n'en a pas. C'est, sans donner le blâme à personne, peut-être des mentalités qui étaient dans le passé et qu'on voit encore maintenant et que là, bien, avec l'enseignement qu'on fait, notamment ces protocoles de commotion-là, vont aider à ce que dans les prochaines années, les mots dont tu nous as parlé, ce soient des mots qu'on n'entende plus du tout et que ça fasse plus du tout partie des mœurs du hockey. Là. Mais je pense que je suis heureux de voir que de plus en plus, il y a de la place pour des plus petits joueurs, que les mises en échec, bien, ça devient même dans la Ligue nationale, on voit de moins en moins de mises en échec spectaculaires parce que c'est pas nécessaire. Le jeu est tellement rapide, on a tellement d'espace que maintenant, j'espère qu'on va voir on veut voir des habiletés des joueurs et non pas seulement des mises en échec spectaculaires qui, pour moi, risquent de mettre le jeune en danger plus que d'autres choses. Il y a de la prévention, on n'en fera jamais. S'il y en a une qu'on peut faire maintenant aujourd'hui, c'est toujours de dire aux jeunes que jamais il faudra retourner au jeu rapidement, de toujours prendre le temps qu'il faut pour le faire. Mais en tout cas, merci pour les explications sur les commotions cérébrales. Ça reste un sujet dont on va parler, je pense, pendant encore bien des années. T'es bien gentil. Merci, beaucoup, Jasmin. M. Guimond. Merci beaucoup.